Bonsoir tout le monde. On est jeudi, jour 5. Oui, jour 5 de ma semaine de la sensibilisation au cancer du sein. Ce soir, c'est un live solo et qui va porter sur le sujet de la chimiothérapie. Alors, je vous invite à ne pas hésiter à poser des questions. C'est plus difficile pour moi à partir du moment où le live est posté. C'est plus difficile. C'est juste une question de gestion de temps. Mais c'est beaucoup plus pratique pour moi, évidemment, si vous les posez tout de suite quand vous écoutez le live, quand je suis en train de parler du sujet en question. Alors, je vous invite à ne pas hésiter à poser vos questions en lien avec les sujets que je vais vous partager. Alors, chimiothérapie. Je vous rappelle, je parle de la chimiothérapie dans le cas d'un cancer du sein parce qu'il y a plein de différents types de chimiothérapie et donc plein de types d'effets secondaires et d'horaires, de structure, de tout ça. Moi, je vous parle de ce que je connais, puis je vous parle évidemment des traitements en lien avec le sujet de la semaine, le sujet du mois qui est le cancer du sein. La chimiothérapie, là, pour pas mal de monde d'ailleurs, je pense que c'est comme la partie la plus anticipée, la plus épeurante de l'expérience d'un cancer, point. Quand j'ai reçu mon diagnostic, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Littéralement. C'est sûr que, bon, assise, tu sais, je vous le disais quand j'ai parlé quand j'ai commencé à parler de mon expérience dimanche passé, je parlais du fait que, bon, quand on reçoit l'annonce en question, assis sur la chaise dans la petite salle de l'oncologue, c'est un choc. Tu deviens comme... Il y a beaucoup de monde à qui ça fait ça. On freeze, tu sais, c'est comme si on gèle sur place. Il y a comme plus de son, plus d'image. On a de la misère à entendre ce que l'oncologue est en train de nous dire. Puis à computer ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est quoi, mon Dieu, tu sais? Fait que la seule question que j'ai réussi à poser à l'oncologue à ce moment-là, c'est est-ce que je vais mourir? Et ensuite, ben là, je me suis mis à penser à la chimiothérapie. Et ça me faisait peur à un autre niveau, mais vraiment. Moi, j'associais la chimiothérapie à une expérience épouvantablement douloureuse, pénible, avec des effets secondaires qui te paralysent sur place, tout ça. Tu sais, j'anticipais vraiment ce traitement-là, le traitement de la chimio, comme une des pires affaires qu'un être humain peut vivre. Genre, c'était immense dans ma tête. Et donc, j'anticipais, j'avais tellement peur de cette partie-là que dès le départ, je me suis dit, c'est vraiment pas certain que je dis oui à ça. Dès le départ, je me suis dit, je vais faire mes recherches, je vais évaluer la chose, je vais poser 300 milliards de questions, puis je vais peser les pour et les contre, puis ça se peut que je dise, non, moi, je fais pas ça. Il y a plein d'affaires qui sont rentrées en ligne de compte qui ont fait que j'ai finalement dit oui, dont la pandémie, dont, en tout cas, bien des affaires. C'est sûr que la nature de la tumeur que j'avais, qui était une tumeur agressive de codé 3 sur 3, ce qui veut dire que ça veut dire que c'est le plus agressif. Ça veut dire qu'elle se développe rapidement, en fait, la tumeur. Ça fait peur parce que les oncologues te font peur avec ce code-là. Tu sais, ils disent, Émilie, elle grossit tellement rapidement, ta tumeur est tellement agressive, t'as pas le choix, là. C'est super dangereux de prendre la décision de ne pas aller de l'avant avec la chimiothérapie. C'est vraiment sérieux, là. C'est de mettre ta vie en péril comme, tu sais, bon. Il m'a sorti des chiffres, j'ai demandé des chiffres, combien de chances si je fais pas la chimiothérapie, combien de chances j'ai de pas m'en sortir, dadada. Ça, c'est pas le sujet du jour. Juste pour vous dire que à quel point la chimiothérapie, c'est extrêmement épeurant. Mais j'ai décidé d'aller de l'avant. J'ai décidé à un moment donné de faire, OK, j'y vais, je le fais. Puis, la chimiothérapie pour les cancers hormonodépendants, qui sont la grande majorité des cancers du sein, c'est des cancers qui sont hormonodépendants. Ça veut dire ça qu'ils sont nourris par un trop plein d'hormones. De façon générale, l'estrogène.
Moi, c'était exactement ça. C'était un cancer, une tumeur qui était nourrie par un excès d'estrogène. Et donc, j'ai reçu le protocole standard, qui est un 6 mois, 16 traitements, dont les 4 premiers qui sont les plus agressifs, qui sont un médicament qui s'appelle AC, et les 12 autres qui sont un médicament qui s'appelle Taxol, très, très connu dans le monde du cancer du sein. Il commence par les 4 premiers parce que c'est les plus rough, c'est les plus difficiles pour le corps, c'est les plus violents pour le corps. Il y a une panoplie d'effets secondaires qui viennent avec ces traitements-là. Puis on les fait normalement une fois par 2 semaines. Moi, étant donné qu'on était en pleine pandémie, on me les a administrés à chaque 3 semaines pour donner une chance à mon corps de vraiment remonter son système immunitaire. Parce que c'est une des choses que ça fait, la chimiothérapie, pas juste ce type-là de médicaments, mais la chimiothérapie, ça vient baisser ton niveau de ton nombre de plaquettes, qui est en fait ta capacité à te défendre des virus, des pathogènes extérieurs. Donc, c'est ça, on est plus vulnérable, on devient immunosupprimé. Donc, on est plus vulnérable au virus, étant donné qu'on était en pandémie, il avait pris la décision de m'administrer les traitements, les cycles de chimiothérapie à chaque 3 semaines. Les effets secondaires étaient atroces, comme vraiment atroces. Ça s'est amélioré avec le deuxième type de médicament que j'ai reçu plus tard, mais je vais y revenir. Un des facteurs qui a contribué à faire que j'avais vraiment, vraiment, vraiment peur de la chimiothérapie, c'était les effets secondaires, évidemment, dont la perte de cheveux. J'en ai parlé un petit peu avec mon invité Marie-Philippe Jean lundi passé. On parlait du fait que c'est pas négligeable quand même pour une femme de perdre ses cheveux. Je parlais à un client récemment qui est en train qui commence ses traitements de chimiothérapie. C'est un homme, puis on parlait de ça, puis lui il me disait que c'est le dernier de ses soucis, perdre ses cheveux. C'est pas difficile, là, je dis pas que c'est ça pour tous les hommes. Il y a peut-être des hommes qui anticipent ça aussi comme les femmes, ça se peut. Mais une chose est sûre, le rapport aux cheveux des femmes versus des hommes est très, très différent. C'est notre féminité ou enfin la façon dont on est conditionné, notre rapport avec notre chevelure avant de la perdre est beaucoup plus... elle a beaucoup plus de pouvoir, je dirais, sur nous. Ça change, ça évolue. Ça aussi, je vais y revenir tout à l'heure. Mais donc, une fois de plus, quelqu'un d'autre que moi, Marie-Philippe, lundi, m'a confirmé qu'elle aussi, c'est gros pour elle. Ça a été gros pour elle, l'idée de perdre ses cheveux. Donc, une des choses que j'ai faites pour me réconcilier avec cette décision-là, qui était celle d'aller de l'avant avec le protocole de chimiothérapie qu'on me suggérait, c'était de potentiellement utiliser les cold caps qu'on appelle, qui sont des espèces de casques qu'on met sur la tête. Marie-Philippe en a parlé un peu lundi. C'est un casque qui gèle le cerveau, qui gèle le cuir chevelu. Parce que quand on gèle une partie du corps pendant que le corps est en train de recevoir de la chimiothérapie, le médicament, qui est la chimiothérapie, ne se rend pas dans les endroits où c'est gelé, où c'est très froid. De là, l'intention derrière cette patente-là, qui est vraiment, c'est vraiment comme un casque qu'on se met sur la tête. Fait que là, j'avais commencé des recherches, avant de commencer la chimio, j'avais commencé des recherches pour voir ça coûte combien, ça consiste en quoi exactement, comment ça fonctionne, dadadidadada. Puis après ça, j'étais sur le bord des commandés et j'en ai parlé à mon oncologue, puis j'ai dit, je considère faire ça. Puis tout de suite, elle m'a dit, non, c'est illégal à l'hôpital juif de Montréal. Hein, comment ça? Elle a dit, on a décidé de rendre ça illégal parce qu'il y a plein d'études il y a plein, pas dire plein, il y a des études qui démontrent qu'il y a des risques de métastase au cuir chevelu. Alors, j'ai fait, la question est réglée, je vais perdre mes cheveux. Fait que ça a pris le bord. Et puis, comme de fait, après un traitement, j'ai tout de suite commencé à perdre mes cheveux, puis on les a rasés après le deuxième traitement. Ouais. Après le premier traitement, là, je commençais déjà, mes draps blancs étaient parsemés de poils noirs, de cheveux noirs. Et donc, fait que donc, une de mes amies est venue me retrouver comme
la deuxième semaine, pas la deuxième semaine, mais c'est-à-dire après le deuxième cycle, puis là, ben, on a rasé le tout. À partir du moment où on les a pu, là, ben là, je dis on. Je parle pour moi. Vraiment. À partir du moment où les cheveux étaient plus là, et l'anticipation et la peur face à la perte de cheveux et tout ça, ben, elle disparaît, là, j'ai plus le choix, c'est là, c'est fait, là, j'ai le coco chauve, là, il n'y a plus rien sur ma tête, là, j'ai plus le choix de dealer avec. La pression, évidemment, elle a disparu, mais il y a eu aussi comme un... C'est juste ça. Il y a eu comme une espèce de... Tout ça pour ça, toute cette anxiété-là, ce stress-là, toute cette énergie mise dans cette partie-là de la maladie pendant si longtemps, ça valait-tu vraiment la peine? Ça repousse des cheveux. Puis de toute façon, j'ai pas l'intention de me mettre à creuser qui que ce soit dans les prochaines semaines. Moi, j'ai comme une mission beaucoup plus importante qui est celle de me sauver la vie, de m'occuper de moi. Fait que, écoute, si j'ai pas de cheveux, ben j'aurai pas de cheveux, puis ça va être ça. Il y a comme quelque chose qui devient vraiment secondaire. Puis ça, c'est une des premières choses que j'ai entendues de mon amie Annick Lemay, que j'en ai parlé brièvement l'autre jour, qui est que, écoute, une des premières choses qu'elle m'a dit quand j'y ai parlé le soir de mon diagnostic ou le lendemain matin, je sais plus, elle m'a dit, en tout cas, ah non, c'est ça, c'est une autre de mes... En tout cas, peu importe, c'est pas grave. Quelqu'un qui avait un cancer ou qui a eu un cancer m'a dit, tu vas voir, Émilie, c'est incroyable à quel point les petites affaires, là, ça prend tellement le bord rapidement. Toutes les petites affaires sur lesquelles on met tellement d'énergie dans notre vie, les affaires qui, tu sais, toutes les petites patentes qui nous énervent, là, on fait comme, mais qu'est-ce qu'on s'en fout en bout de ligne? Qu'est-ce qui est important? Qu'on soit en vie, qu'on soit en santé? Tu sais, mon père a accompagné ma mère quand elle s'est rasée, ils pleuraient ensemble. Tu sais, ben oui, c'est un gros morceau. C'est un gros morceau quand même. Tu sais, pour une femme, comme je disais, Julie, en début de live, tu sais, plus particulièrement pour les femmes, le rapport avec nos cheveux, il est super important. On l'associe à notre féminité aussi. Tu sais, c'est sûr que éventuellement, j'ai réalisé que ma féminité, c'est beaucoup plus que mes cheveux. C'est beaucoup plus que mes seins aussi. C'est beaucoup plus que mes cils. Parce qu'on perd nos cils puis on perd nos sourcils aussi. On perd notre fertilité parce qu'on devient, si c'est un cancer hormonodépendant, comme dans la majorité des cancers du sein, ben ils nous bloquent les hormones, étant donné que la nourriture de la tumeur, c'est les hormones, ben ils vont aller bloquer la production des hormones par différents médicaments, ce qui fait qu'on devient ménopausé artificiellement et donc, ben, on n'est plus fertile, on peut plus être mère. Dans la majorité des cas, les seins sont charcutés. Charcutés, on se fait opérer, on se fait soit complètement enlever les seins, reconstruire ou pas, pour certaines, ou bien ils vont juste faire une lumpectomie, comme on parlait avec Marie-Philippe lundi, qui est d'aller enlever la tumeur ou les restants genre. Mais d'une façon ou d'une autre, rares sont les femmes qui ont eu un cancer du sein qui se sont pas fait ouvrir dans cette région-ci, tu sais. Ils ouvrent en dessous du bras, puis ils ouvrent quelque part, là. Par les cheveux, par les cils, par les sourcils, puis les ongles. 30% des personnes qui font les chimiothérapies que moi j'ai faites, ils vont avoir les ongles des mains et les ongles des pieds qui vont noircir, voire tomber. Moi, j'étais dans ce 30%-là. Alors, mes ongles de main sont devenus toutes noirs, jaunis, à un moment donné, comme si j'avais serré mon doigt dans une porte de char, là. Ben, c'est ça, sauf qu'il était tout noir. Toutes mes ongles d'orteil aussi. C'était pas chic. Mais bon, j'étais en mode guérison. Je suis pas en mode cruising au coin c'est ça, au dépanneur, ça n'a aucun rapport. Avez-vous déjà cruisé au dépanneur, vous? Pas moi. Dans un bar, peu importe. De toute façon, on était en pandémie, c'était pas non plus super facile d'aller se créer une vie sociale dans le bar, le restaurant, machin. Donc, ouais, c'est ça. Fait que le côté féminité, il prend le bord un petit peu. Ou enfin, la féminité telle qu'on la voit avant la maladie. Parce que j'ai réalisé, en vivant cette expérience-là, j'ai réalisé que ma féminité, comme je vous disais, est beaucoup plus que ça. En fait, elle n'a aucun rapport avec toutes ces affaires-là extérieures.
être à l'intérieur de moi ma féminité. Puis j'ai ma masculinité aussi. Est-ce que tu aurais pu mettre du vernis? Oui, j'aurais pu mettre du vernis. J'aurais mis un vernis naturel, un vernis non toxique, comme maintenant aussi d'ailleurs. J'utilise plus de vernis avec des produits chimiques dedans. Mais oui, absolument, j'aurais pu, mais en même temps, ben tu sais quoi, je te dis ça. Certains ongles sont pas tombés des mains, ils ont juste été noirs puis sont pas tombés. Fait que là, oui, mais sur les orteils, ça devenait gondolé ou bien ça, tu sais, à un moment donné, ça voulait tomber, là. Je sais pas si vous êtes déjà pogné le pied, un orteil dans la porte ou quelque part, je sais pas, qui est devenu noir puis éventuellement il finit par tomber. C'est un petit peu difficile de mettre du vernis sur un ongle qui est à moitié sur le bord de tomber ou gondolé ou tu sais. Fait que donc, bof. J'ai accepté mon sort, Julie. C'est ça que j'ai fait. Fait que donc, alors ça, c'est les effets secondaires en lien avec la féminité, si tu veux. Là, j'ai mis des points que je veux vous parler importants, fait que ça se peut que je sorte du coq à l'âne comme maintenant, qui est que une des choses importantes à comprendre, c'est que je vous disais tout à l'heure que la tumeur que j'avais, elle était agressive, elle était cotée 3 sur 3. Fait que la façon il y a 2 codes principaux qui te donnent quand tu as un cancer. Encore une fois, je vous répète, je parle du cancer du sein. C'est le stade, donc à quel point il est répandu le cancer, et grade, l'agressivité. Les stades, il y en a 4 et l'agressivité, c'est le grade, c'est-à-dire c'est 3. Moi, c'était 3 sur 3. Ce qui voulait dire que la tumeur était particulièrement agressive. Ensuite, on a fait des tests encore plus poussés pour aller voir jusqu'à quel point, parce qu'il y a encore plus de codes qui est l'oncotype. Ça, c'est une autre affaire. Je vous saoulerai pas avec les termes médicaux, mais en gros, morale de cette histoire, c'est que plus la tumeur elle est agressive, plus la chimiothérapie va être efficace. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle. Quand j'ai appris ça, j'ai fait OK. Puis que j'ai lu les statistiques, puis j'ai lu que dans des tumeurs semblables à la mienne, avec le même genre d'agressivité, avant même de se rendre à la moitié du protocole de chimiothérapie des 6 mois, donc avant même d'arriver aux 3 mois, grande majorité des gens voyaient leur tumeur complètement disparue. Une amie à moi, son mari l'a laissée quand elle a appris cette mauvaise nouvelle. Alors, ça, c'est intéressant quand même que tu dises ça, quoique c'est pas le sujet du jour, mais je vais quand même faire une petite parenthèse. C'est malheureusement un classique. C'est très courant que les hommes, c'est ça les études, c'est ça les statistiques, c'est pas les femmes, mais les hommes vont quitter leur femme ou leur copine quand celle-ci va recevoir un diagnostic. Pas tous, parce qu'il y en a autour de moi qui ont leur amoureux encore bien soudé à leur côté, puis qui va être tel un soldat jusqu'à la toute fin avec eux. Ça existe aussi, une chance. Mais il y en a quand même beaucoup, au point de dire que c'est un classique, c'est que j'ai entendu des dizaines et des dizaines et des dizaines d'histoires de gens proches de moi et de gens pas proches de moi. J'ai entendu beaucoup d'histoires comme ça. C'est sûr que c'est moins commun quand il y a des enfants impliqués, mais quand même. Alors, ouais, c'est une réalité, malheureusement. Alors, donc, oui, c'est ce que je voulais dire. Là, l'autre chose, OK, une des choses que je veux vous parler, c'est que une des choses que j'ai décidé de faire suite à mes recherches, parce que j'ai fait beaucoup de recherches dans le premier mois et demi. Tu sais, j'ai eu mon diagnostic le 12 février, puis j'ai commencé la chimiothérapie le 23 mars. J'ai eu quand même une espèce de 5 semaines où je me suis plongée dans les études, la littérature, toutes en lien avec la maladie que j'avais, avec la tumeur que j'avais, puis j'ai essayé vraiment de comprendre au maximum. Puis ensuite, à partir du moment où j'ai pris la décision d'aller de l'avant avec la chimiothérapie, j'ai fait des études pour essayer de voir de quelle façon j'allais pouvoir aider, de quelle façon j'allais pouvoir jouer un rôle actif dans ma guérison en parallèle des traitements conventionnels. Qu'est-ce que je pouvais faire au niveau de l'alimentation, au niveau de l'exercice, au niveau la gestion du stress, tout. J'ai fait beaucoup de recherches, puis une des choses que j'ai décidé de faire, c'est de jeûner. Il y a énormément d'études, de plus en plus d'études, qui démontrent les bienfaits du jeûne autour des cycles de chimiothérapie.
Les études sont souvent basées sur un jeûne de 48 heures avant l'administration du médicament, donc de la chimiothérapie, suivi d'un autre 24 heures. Fait qu'en tout, c'est un 3 jours de jeûne. Moi, j'ai pas fait ça. Moi, j'étais allée avec la partie juste avant, en fait. Puis je recommençais à manger à la fin de mon traitement, parce que mon traitement, il durait 6 heures de temps. Puis à la fin, là, je recommençais à manger. Mais ça faisait à ce moment-là 48 heures que je jeûnais. Les études parlent de... ce que ça fait, c'est deux choses principales. La première, c'est que ça va faire que le médicament dans la chimiothérapie va être encore plus absorbé par les cellules. C'est comme les cellules sont assoiffées, ils ont faim. Donc, ils vont se garrocher sur le médicament beaucoup plus que si on avait mangé le matin. Ça, c'est ce que les études disent, la première chose. Puis la deuxième chose, c'est que ça diminue les effets secondaires. Il y a beaucoup de chiffres, c'est pas une étude, c'est beaucoup d'études. Puis les chiffres sont vraiment incroyables. En fait, de là, la raison pour laquelle j'ai décidé d'y donner une chance. Puis je l'ai faite comme Marie-Philippe, qui était mon invitée lundi, qui elle aussi a fait ça. Puis elle croit, tout comme moi, que ça a effectivement eu des bienfaits, que probablement ça a baissé l'intensité des effets secondaires. J'ai eu des effets secondaires, mais pas autant que je m'attendais. J'ai commencé le jeûne à la deuxième partie, parce que la première partie des traitements, c'était 4 traitements avec des effets secondaires qui avaient juste aucun bon sens. En fait, je me sentais comme le plus gros des hangovers de ma vie, comme si j'ai jamais eu un hangover de même. Le plus gros des hangovers, mal de tête, mal de cœur, pas tant, parce qu'en même temps, ils nous administrent tellement ce qu'on appelle des antivomis, des médicaments pour nous empêcher d'avoir mal au cœur, que c'était pas tant le mal de cœur, que vraiment la sensation d'être comme un gros hangover. Fait que j'avais, moi qui étais super santé, qui a toujours mangé super bien, pendant les 2 mois de ce traitement-là, j'étais incapable de bien... Mais j'étais incapable. Les journées qui suivaient le traitement, là, j'avais bien de la difficulté à manger santé. J'avais juste envie de manger des patates frites. J'avais envie de manger des hamburgers. J'avais envie de manger des affaires de hangover. Alors un petit peu plus difficile de jeûner dans ce temps-là. Fait que j'ai décidé de faire le jeûne dans la deuxième partie quand j'ai commencé les 12 autres traitements qui s'appellent Taxol. Et là, c'était un traitement par semaine qui durait 6 heures. C'était vraiment 6 heures. Comme je faisais Montréal-Paris une fois par semaine, littéralement assis sur une chaise. Donc, c'est ça. Fait que le jeûne, je jeûnais les 2 jours d'avant, puis après ça, je m'apportais un lunch. J'avais toujours mon pack-sac avec mon smoothie, mes petites noix, mes carottes, mes légumes, mes machins. Puis la dernière heure avant que ça se termine, là, je commençais à manger. Le même que ma mère, je pense. Ah oui? Mais c'est très commun. Le Taxol, c'est quand même une chimiothérapie classique pour les cancers du sein. Ensuite, fait que donc, une des raisons pour lesquelles c'est si long, c'est que la chimiothérapie doit être... en fait, ils doivent préparer ton corps à recevoir le médicament qui est la chimiothérapie, qui est vraiment tough. Fait qu'il y a plein d'affaires qu'ils te donnent. Une des choses qu'ils me donnaient, c'était du Benadryl. Moi, j'ai pas d'allergie dans la vie, donc j'avais jamais pris de Benadryl. La première fois qu'on me donnait ça intraveineux, et c'est effrayant. C'est la première chose qui te mettait dans les veines, et je sentais mon bras brûler. Et c'était comme si on venait de me donner un coup de massue sur la tête, là. En dedans de 20 minutes, là, je pensais que j'allais tomber la face la première par terre, là. J'étais comme une chance qu'on est sur des chaises genre divan inclinable où on peut se coucher parce que c'est comme automatique, là. Tu te fais... C'est vraiment intense. Le Benadryl sert à te préparer parce que ça se peut que tu aies une réaction allergique à la chimiothérapie. Le Benadryl, ce que ça fait par contre aussi, c'est que ça va donner des spasmes dans les bras puis dans les jambes. Et c'est pas tout le monde qui réagit comme ça, mais évidemment, moi, j'ai toujours le paquet des affaires. Fait que je me suis mis la première fois, je me suis mis à shaker. Puis là, ils m'ont dit, ah mon Dieu, ok, ça veut dire qu'il faut qu'on te donne du magnésium en plus. Fait que là, ils me préparaient finalement les autres cycles d'après. Ils me donnaient des intraveineuses de magnésium. Après ça, ils me donnaient des intraveineuses de Benadryl.
Après ça, il me donnait, je sais pas, d'autres anti-vomi, eau saline pour nettoyer, Puis là, ben, ça fait 3 heures à partir de ce moment-là, à la fin de tout ça, qui était assis sur la chaise. Et là commence le médicament qui est le Taxol pour un autre 3 heures. Fait qu'en tout, ça fait un 6 heures assis sur la table. Sur la chaise, sur la table, assis sur la chaise. Qu'est-ce qui se passe quand on est assis? Qu'est-ce qui se passe pendant ces 6 heures-là? T'as frette? Moi, souvent, là, plusieurs de mes traitements, il faisait chaud dehors. C'était l'été. J'arrivais, je marchais, je partais de chez moi, puis je marchais. Ça prenait 1 heure pour me rendre. Sachant que c'était vraiment favorable de faire de l'exercice, de bouger un maximum, ben, je m'étais dit que c'était ça que j'allais faire, que j'allais marcher de chez moi jusqu'à l'hôpital pour aller et pour revenir. Taxol, les poches sont touchées, je pense. Les poches sont touchées? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Taxol, les poches sont touchées. Je sais pas ce que ça veut dire. Julie, explique-moi. Ouais, donc, oui, c'est ça. Fait que j'avais chaud, j'arrivais en, je sais pas, en short, en camisole, puis dès qu'ils te mettent les aiguilles là, dans le bras, tu commences à avoir froid. La raison pour laquelle ils ont un genre de petit four à serviettes au Jewish, ils font chauffer des serviettes puis ils viennent la mettre sur les patients. Les poches sont rouges, je pense. Ah, le liquide, le Taxol. OK, non, ça c'est le AC. Ouf! Ça, c'est le pire. Nous, on l'appelait le liquide rose. C'est comme un... Ouais, fait que ta mère, elle a probablement eu comme moi le AC au début, suivi du Taxol. Le fameux liquide rose, là, c'est le plus violent. Je l'anticipais tellement, le petit maudit. La bonne nouvelle, c'est que j'en ai eu seulement 4 cycles. Puis après ça, on est sauté au Taxol. Le Taxol, c'est transparent, c'est pas rouge. Fait que donc, ouais, c'est ça. Fait qu'on a frette, on était sur la chaise, on a froid, on se fait mettre une petite couverte, puis grelotte quand même. Je l'ai appris plus tard à apporter un chandail de laine dans mon sac à dos, entre autres. Fait que là, tu sais, quand je pense au cold cap, là, le fameux casque refroidissant pour le cuir chevelu pour t'empêcher de perdre tes cheveux dont je vous parlais tantôt, en plus d'avoir déjà frette, moi, je l'ai pas eu le casque, mais je me dis, s'il avait fallu en plus que je porte cette patente-là, mais jusqu'à quel point on peut se faire violence dans ce qu'on est en train de vivre, tu sais, ça a comme pas de bon sens. C'est déjà probablement l'expérience la plus pénible, la plus wash que tu vas vivre dans ta vie, que celle de te battre contre un cancer, d'être assise dans une chaise pendant 6 mois pour te faire administrer du poison. Bon, je sais qu'il y a bien du monde qui aime pas ça quand je dis ce mot-là, mais il reste que c'est quand même une forme de poison, là, qui vient tuer tout sur son passage. Tu sais qu'en plus, tu te rajoutes une autre forme de violence qui est de te mettre cette patente de glace-là sur la tête. Non. Autant que je tenais à mes cheveux, autant que c'était comme... Non, je me ferais pas violence de même. T'as pas eu les gants froids, ben c'est ça. C'est là que je m'en allais, la prochaine affaire. tu connais, Julie? Fait qu'un autre des effets secondaires liés à ce type de médicaments-là, de chimio-là, c'est la neuropathie qui est comme les engourdissements, comme des fourmis sur les extrémités des doigts puis des pieds. Moi, je les ai pas eu aux pieds, je les ai seulement eu aux doigts. Puis pour empêcher que ça fasse ça, ils te proposent de te mettre des gants gelés. Non, c'est pas ça. C'est comme des... Non, c'est pas des gants, excuse-moi, mais peut-être que dans d'autres hôpitaux, ils proposent des gants, mais moi, c'était de mettre les mains dans des ziplocs remplis de glace. C'est le fun de même. Fait que je l'ai faite quelques fois quand même, mais ça m'a pas empêché de faire la neuropathie. Au point où ils ont arrêté les traitements de chimio à la 15e session. J'étais censée en avoir 16. Finalement, j'en ai eu 15 parce que j'avais trop de neuropathie. Ça partait pas. Puis un des dangers, c'est que la neuropathie ne parte juste pas, que tu la ressentes toute ta vie. Tu sais, une sensation de fourmi, de picotement là, au bout des doigts. Ben ça, toute ta vie, je sais pas, il y a des choses pires, tu me diras, mais ça peut devenir un peu aliénant, me semble. Fait que donc, ouais, fait qu'on a arrêté avant. Ma mère aux doigts et pieds et ils sont encore engourdis après 5 ans. Ben, c'est ça. C'est un danger qu'on m'a dit. C'était une des choses qui pouvait arriver. Malheureusement. Fait que c'est quoi les effets secondaires que j'ai vécu, moi, pendant la chimio? Fatigue, certainement. Mais, tu sais,
les effets secondaires ont été beaucoup moins pires que ce à quoi je m'attendais. Vraiment, vraiment, vraiment. Déjà, j'ai pas eu tant mal au cœur que ça. Les 4 premiers traitements, comme je vous disais, ils étaient vraiment rock'n'roll, mais les 14 autres, après, je fonctionnais super bien. Je dirais peut-être le premier 48 heures, ouais, ok, tu sais, le lit est pas trop loin, là, puis on se couche un peu plus tôt. Puis, ouais, tu files un petit peu ordinaire, c'est sûr. Mais après ça, ma vie était bien normale. Je fonctionnais comme... Je faisais tout ce que j'avais à faire. Je m'entraînais. Je voyais du monde. Bon, limité parce qu'on était en pandémie, là, mais... et j'étais immunosupprimée en plus. Mais bref, les effets secondaires étaient vraiment pas si pires. Ça a été physique, tu sais, ça a été les ongles, perte de cheveux, perte de cils, perte de sourcils, perte de tous les poils, en fait. Puis ongles noirs, orteils noirs, engourdissement au bout des doigts, puis des pieds, et c'est tout. C'est tout ce que j'ai eu. Une envie de manger du junk food les premières semaines, puis après ça, ça a passé, puis là, je me suis mis à... Là, je me suis repris en main, puis là, j'ai fait, non, non, là, Émilie, franchement, on va mettre toutes les chances de ton côté, on va bien manger. Là, les deux autres points que je voulais vous parler, c'est justement ça, supplément nourriture. Une des choses que j'ai raconté déjà, je pense, ici, enfin, j'en ai parlé à quelques reprises, c'est quelque chose qui s'est passé la première journée, lors de mon premier traitement de chimiothérapie. Je vous rappelle, à ce moment-là déjà, je suis quelqu'un de très au courant de la nutrition, de l'alimentation. Je me suis déjà, depuis au moins 1 mois et demi, informée sur comment aider, comment jouer un rôle actif dans la guérison d'un cancer du sein, hormonodépendant, tout ça, qu'est-ce que je pourrais faire en parallèle ou en termes d'alimentation, de suppléments et de tout ça. Mais déjà avant le cancer, j'étais quelqu'un qui était très dans l'alimentation, mais dans les suppléments naturels le plus possible. Je faisais attention à moi, j'étais dans les antioxydants, dadadidadada. La première journée de la chimiothérapie, j'étais assise dans la chaise et là, il y a une nutritionniste qui vient me voir, la nutritionniste affiliée au Jewish, et qui arrive et qui dit, ben bonjour, je suis là pour vous parler de l'alimentation en parallèle des 6 prochains mois, en fait, pendant la chimiothérapie. Puis là, elle me remet un document, puis elle dit, c'est pas compliqué. En fait, il faut que vous coupiez tout ce qui est antioxydant. Fait qu'elle me dit, thé vert, c'est non. Curcuma, c'est non. Toutes les affaires antioxydantes là, que moi, je mangeais beaucoup dans ma vie, qui faisaient vraiment partie de mon quotidien, dont le thé vert. J'ai toujours bu beaucoup de thé vert à tous les jours de ma vie. Là, plus de thé vert, plus de curcuma, plus de gingembre. Il y avait une liste d'affaires que je ne pouvais pas prendre. Bon, des trucs comme pamplemousse, mettons, parce que ça, c'est une affaire de molécules qui peut rentrer en conflit avec une affaire dans les médicaments. Mais sinon, elle me disait, tout ce qui est bon, finalement, mange pas ça. Cru, non. Il y a aussi un peu comme quand tu es une femme enceinte, fait qu'il faut faire attention aux aliments qui peuvent contenir une bactérie, tu sais, que notre corps face auquel notre corps ne pourrait se défendre. Fait que probiotiques, c'est non. Tout ce qui est fermenté, c'est non. Tout ce qui est cru, c'est non, mais autant les légumes, pas juste le poisson cru comme pour les femmes enceintes, mais tout ce qui est légumes crus, elle disait non. Quoi d'autre, tu sais, les fromages pasteurisés, etc., etc. Tu sais, il fallait faire attention, vraiment comme une femme enceinte. Fait que donc, j'ai été obligée de tasser toutes les affaires que je prenais qui étaient bonnes pour la santé, mais là, mon anecdote qui est quand même assez intéressante, c'est qu'elle me dit, dans son document qu'elle me remet, est écrit la liste des affaires que je devrais manger et est écrit crème fouettée, fromage gras, pain blanc, gâteau, muffin. Puis là, moi, puis là, elle est devant moi, puis je dis, attends un peu, là. Là, vous me dites qu'il faut que je mange des carbohydrates simples, il faut que je mange du sucre, il faut que je mange de la farine blanche, il faut que je mange toutes ces affaires-là. Est-ce qu'on peut s'entendre sur le fait que on sait, les études le démontrent, que le sucre n'est pas une bonne idée pour les cellules cancéreuses parce que c'est un aliment qui l'adore, n'est-ce pas? Elle dit, oh, mais tu sais, premièrement, il n'y a rien de prouvé, là, puis deuxièmement, tu sais, ce qui est important, c'est que tu grossisses. Je te l'accorde, je veux pas maigrir.
t'inquiète, mon but, c'est pas de maigrir. Ceci étant dit, il y a d'autres façons de prendre du poids que par le biais des glucides simples. J'étais très étonnée d'entendre ça. Déjà, on peut aller vers les glucides complexes, on peut aller vers les légumes racines, on peut aller vers les grains entiers, les patates douces, les aliments riches en nutriments, pas vides et caloriques inutilement, puis qui contiennent trop de sucre, qui peuvent faire monter. En tout cas, j'étais un peu là, c'est ça, moi j'étais celle-là, là, dans la chaise qui regardait la madame, je suis pardon. Alors, j'ai pris son petit document, mais il a pris le bord rapidement. C'est sûr que j'ai tassé les antioxydants. Mais là, je vais apporter une petite parenthèse importante par rapport à ça. Une parenthèse que j'ai parlé avec Paola Di Chico, ma extraordinaire invitée d'hier. Si jamais vous n'avez pas écouté cette entrevue-là, si jamais vous avez des gens, je m'en ai dit, si jamais vous avez des femmes autour de vous qui ont eu un cancer du sein, mais toutes les femmes devraient écouter cette rencontre-là, c'est pas des blagues, c'est chargé d'informations tellement pertinentes. Je vous invite fortement à partager ma rencontre avec Paola Di Chico, qui est une médecin naturopathe, qu'on ne peut pas appeler médecin ici au Québec, malheureusement, dans pas mal partout ailleurs, oui. Bref, je vous invite à partager cette rencontre-là, vraiment riche en informations. Avec Paola, hier, on a parlé du fait que ce qui se passe en oncologie pendant la chimiothérapie, c'est que on nous fait dire prenez aucun supplément, prenez rien qui est antioxydant, prenez rien qui a un effet médicinal, même si c'est naturel, sur votre corps. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez d'études, on connaît pas assez. La seule affaire qu'on sait, c'est que c'est assez puissant pour faire quelque chose dans le corps, mais on n'a pas assez d'études qui démontrent jusqu'à quel point c'est efficace, il n'y a pas assez d'études. Fait que dans le doute, ils préfèrent dire prends rien du tout, parce qu'eux autres, ils se disent, on a un poison, qui est la chimiothérapie, qui rentre dans ton corps dans le but d'aller tuer les cellules cancéreuses, puis toi, en parallèle, tu lui donnes des choses pour aller les rebooster, pour aller rebooster les cellules. Fait que ça, c'est la mentalité standard, OK, de notre système de santé qui va dire, nous, on veut juste poison. Puis moi, j'ai fait, OK, à partir du moment où j'ai accepté d'aller de l'avant avec la chimiothérapie, j'ai fait, je le ferai pas à moitié, puis je vais pas aller dans le sens contraire que eux ils me disent. Je veux dire, c'est con. Tant qu'à le faire, moi le faire complètement comme eux autres ils veulent que je le fasse. Ceci étant dit, aujourd'hui, si j'avais à refaire ça, je le referais pas. Mais si j'avais à le refaire, je le referais peut-être différemment parce qu'il y a de plus en plus d'études. Pas au Québec, mais ailleurs dans le monde, comme aux États-Unis, en Europe, un peu partout dans le monde, il y a beaucoup d'études qui démontrent au contraire les bienfaits de certains antioxydants qui peuvent même renforcer le poison ou l'efficacité de la chimiothérapie et renforcer les bonnes cellules, parce que le problème avec la chimiothérapie, aujourd'hui, elle n'est pas ciblée, malheureusement. Un jour, je l'espère, mais elle ne tue pas seulement les cellules cancéreuses, elles vont aussi tuer les bonnes cellules, de là la raison pour laquelle on a des effets secondaires, de là la raison pour laquelle on perd nos cheveux, que bon, tout ça, parce que nos bonnes cellules, ben, ils en prennent un coup aussi. Fait que donc, étant donné que c'est pas ciblé, ben c'est ça s'en va direct, ça s'en va un peu partout. Il y a plein d'études qui démontrent qu'il y a des aliments qu'on peut prendre en parallèle qui vont venir renforcer seulement les bonnes cellules et non les cellules cancéreuses. Qu'est-ce que ça ferait, ça? Ben, ça ferait qu'on aurait beaucoup moins d'effets secondaires. Fait que déjà, ça, c'est une bonne affaire. Je l'ai pas faite, mais comme je vous dis, si je pouvais revenir en arrière, peut-être que je le ferais. Mais vraiment très bien informé, voire accompagné aussi par quelqu'un comme Paola Di Chico, par exemple. Fait que ça, c'est quand même une chose importante à savoir. Souvent, en fait, moi, j'allais appeler la pharmacienne oncologique parce qu'il y a un département de pharmacie oncologique dans le département d'oncologie dans les hôpitaux à qui tu peux parler et tu peux dire « J'aimerais prendre, je sais pas, de l'ashwagandha, j'aimerais prendre du zinc, j'aimerais prendre de la vitamine C, genre. » Et elle va voir dans ses données, dans ses rapports, je sais pas trop quoi, puis elle va dire « Ouais, non, genre vitamine C, par exemple, c'est un gros non. » Ça, c'est sûr. Parce que la vitamine C, ça remonte le système immunitaire, c'est antioxydant, c'est démontré, l'efficacité est démontrée et indéniable aujourd'hui. Et donc, c'est un non catégorique. Vous ne prenez pas de vitamine C pendant les traitements de chimiothérapie.
Mais il y a aussi plein d'autres études qui démontrent que la vitamine C par intraveineuse est vraiment très, très, très favorable. Là, tu me diras, il y a des gens qui vont dire pas pendant la chimiothérapie, plus après la chimiothérapie. Mais d'une façon ou d'une autre, il y a plein d'études qui démontrent les bienfaits immenses de les intraveineuses de vitamine C pour éliminer les cellules cancéreuses, pour renforcer les bonnes cellules, pour que les bonnes cellules soient mieux équipées pour attaquer les mauvaises cellules. En gros, c'est un petit peu ça le principe. Une autre chose dans cet esprit-là que j'ai faite, c'est la chambre hyperbare. Mon père m'a apporté une chambre hyperbare quand j'étais malade. Mais les études, à ce jour, étaient comme un peu ambivalentes en lien avec les traitements de chambre hyperbare pendant la chimiothérapie, exactement pour la même raison que ce que je viens de vous expliquer, qui est qu'ils ont trop peur que ça booste tellement le système immunitaire que ça vienne, en fait, les cellules, que ça booste aussi les cellules cancéreuses. Tu sais, que ça fasse pas juste remonter les bonnes cellules, mais que c'est ça, que ça donne du gaz aussi aux cellules cancéreuses. Fait qu'il y avait peur de ça. Alors, j'ai seulement commencé les traitements de chambre hyperbare après la chimothérapie. Maintenant, alimentation-wise, ben qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bien mangé. J'ai rempli mon corps de nutriments, de phytonutriments principalement, évidemment de tous les macronutriments, mais d'une abondance de phytonutriments, une variété de phytonutriments. J'ai commencé à ce moment-là à me faire des jus. Je vous disais tantôt qu'il disait bémol sur les légumes crus. Moi, c'est la seule chose que j'ai décidé de ne pas respecter comme indication. C'est tellement partagé, c'est tellement pas drastique comme la vitamine C, mettons, ou comme certaines autres affaires. C'était un peu comme, il y a un oncologue qui dit c'est pas grave, il y en a un autre qui dit, ouais, non, moi, j'irai pas là. J'ai fait, tu sais quoi? Moi, je vais écouter mon instinct. Mon instinct me dit que mon corps, en ce moment, là, il a besoin d'une abondance de phytonutriments. Comment je vais faire ça? Ben, je vais y booster des nutriments dans le sang en prenant des jus crus pressés à froid le matin à jeun, à tous les matins. Puis ensuite, j'allais prendre mon smoothie rempli de fibres, rempli de différents types de phytonutriments. Et c'est ça. J'ai mis de côté pas la spiruline, c'est-à-dire parce que c'était peut-être... En tout cas, tu sais, j'ai fait des choix. J'ai fait, ouais, non, ça, ok, je vais attendre, ça, oui, tu sais, c'est sûr que il faut être informé, c'est sûr qu'il faut lire une abondance d'études sur le sujet. Il faut être informé, il faut pas prendre juste des décisions de même à la volée. Mais une autre chose qui est importante aussi, c'est de suivre son instinct puis de voir qu'est-ce qui résonne avec moi, qu'est-ce qui fonctionne avec moi. Je connais mon corps mieux que personne. Puis, ouais. Fait que c'est pas mal ça en lien avec mon expérience de chimiothérapie. La bonne nouvelle, c'est que ça se fait. Ça aussi, c'est une des premières choses qu'on m'a dit. J'avais contacté quelqu'un d'autre que je connais qui était passé par là déjà, exactement le même protocole que moi. Puis elle m'avait dit, c'est beaucoup moins pire qu'on pense, Émilie. Elle a fait, ouais. Ben, effectivement, je ne referai pas ça demain matin, là. Don't get me wrong. Mais c'est moins pire que ce que je pensais. Est-ce que c'est parce que j'ai vraiment bien fait ça? Est-ce que c'est parce que j'ai jeûné? Est-ce que c'est parce que j'étais déjà en forme jusqu'à un certain point? Ou est-ce que c'est juste parce que ma façon de voir la chose était démesurée, puis j'anticipais vraiment ça comme étant comme le pire cauchemar de l'humanité, la chimiothérapie? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un peu tout ça? Je ne sais pas. Mais bref, c'était vraiment moins pire que je pensais. Il n'y a rien d'agréable là, dans se faire insérer un liquide qui brûle, qui fait mal, puis qui fait tomber tes cheveux, puis tes ongles, puis tout ça. Il n'y a rien d'agréable là-dedans. Mais en même temps, on survit. Puis là, ben, tu te réveilles un matin, puis le 6 mois a passé. Puis on te dit aussi, la bonne nouvelle, c'est qu'à mi-chemin, dans mon cas, effectivement, comme on m'avait dit, ben c'est exactement ça qui s'est passé. La tumeur était presque toute disparue. Fait après 3 mois, il en restait, mais c'était vraiment super encourageant. Les images démontraient à quel point la chimio était vraiment efficace sur la tumeur que j'avais et que elle avait réduit, elle avait shrinké.
Alors, j'étais comme, ben là, let's go, on continue, tu sais. Et puis c'est ça. Fait que à partir du moment où la chimiothérapie elle a été terminée, ben là, ça a été, un mois après, ça a été la chirurgie. Puis quand ils ont ouvert à la chirurgie, ben ils ont vu qu'il restait des petites miettes de pain minuscules. Puis ils ont gratté ça, ils ont enlevé ça. Puis quand je me suis réveillée, quelques heures plus tard, mon oncologue était là pour me dire, t'es cancer free, c'est terminé, il n'y a plus rien. Voilà. Fait que c'est ça, chimiothérapie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous le disais tantôt, c'est sûr que c'est plus facile pour moi en live, mais je vais quand même faire un effort pour répondre aux questions si vous en avez, que ce soit ici dans les commentaires, en dessous du live, ou que ce soit en privé. Je vais faire de mon mieux pour répondre à toutes les questions. Fait que voilà, c'est ça. Merci d'avoir été là. Et puis, je vous retrouve demain avec le sujet, je me rappelle plus demain c'est quoi, mais c'est un solo. Demain, c'est un live solo. On est toujours dans la semaine de la sensibilisation du cancer du sein jusqu'au 10, en fait. Le 9 et le 10, je vais avoir des invités avec moi. Et sinon, ça va être en solo. Alors, ah oui, c'est ça, c'est le après-demain que je discute, parce que le après n'est pas négligeable quand même. C'est pas parce que ton oncologue vient de te dire que tu es officiellement cancer-free que tout disparaît comme par magie, puis tu reviens la personne que tu étais avant la maladie. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Alors, c'est de ça que je vais parler demain. Et puis, ben voilà. Merci d'avoir été là. Bonne soirée. Bye tout le monde.